Bonsoir Colombe, merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. On profite d'un atelier pour faire aussi un podcast et donc c'est chouette. Ce soir, on va parler de séjour linguistique et je suis ravie que tu sois là. Est-ce que ça va chez toi à Paris? Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci Corinne de m'accueillir pour ton podcast. Tout va bien. On est au démarrage des vacances parisiennes et donc on est en plein dans la saison des séjours linguistiques pour les enfants, les petits Français. Bon, bah écoute, c'est vrai que c'est enfin, un sujet enfin, des questions que les parents me posent justement parce que ils se demandent est-ce qu'on doit partir longtemps, est-ce qu'on doit les faire partir à quel moment, pour quelle durée. Et donc, je me suis dit que ce serait chouette de faire appel à une experte et que tu nous donnes un peu des conseils sur justement comment on choisit le bon séjour linguistique pour son enfant. Avant ça, est-ce que peut-être tu peux nous dire deux mots sur qui tu es, ton parcours et puis bah, ce que tu fais toi aujourd'hui? Oui, bien sûr, merci. Alors, moi, j'ai fondé la société My English School il y a 10 ans. J'ai moi-même trois grands-enfants pour lesquels j'ai cherché à faire en sorte qu'ils apprennent les langues, et notamment l'anglais, bien, vite et avec plaisir. Donc, j'ai testé pas mal de formules. Et puis, maintenant, ils sont grands. Il y en a deux qui travaillent et la dernière qui finit ses études. Et en fait, à force d'avoir cherché pas mal de solutions, j'ai trouvé des expériences, notamment de scolarité en internat anglais pour notre dernière fille. Et donc, il y a une dizaine d'années, elle est partie comme ça pendant plusieurs trimestres, en quatrième, en troisième et en seconde en Angleterre. Et puis très vite, des amis m'ont demandé de l'aide pour les accompagner dans des recherches d'internat en Angleterre. Et j'ai créé cette société My English School. Et puis depuis, je suis tout à fait spécialiste des séjours linguistiques courts, de moyenne, courte ou longue durée pour l'anglais, mais également pour d'autres langues. Et donc, je suis ravie de pouvoir essayer de répondre à la question comment choisir le bon séjour linguistique pour mon enfant. Bah écoute, super. Donc, ouais, tu es vraiment la personne parfaitement bien placée. Qu'est-ce que tu donnerais comme premier conseil aux parents qui se posent la question, là, comment je vais faire pour choisir mon séjour linguistique pour mon enfant, toi? Alors, moi, ce que je dirais d'abord, c'est peut-être de parler de la définition, de ce dont on parle. Des séjours linguistiques, il y en a de toutes sortes. Et il y a des grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les summer schools, c'est-à-dire, en général, c'est un format de cours de langue le matin et d'activité l'après-midi. Il y a une partie donc d'école, d'où le mot school, mais aussi summer, donc vacances. Ça, Mhm. il y a beaucoup, beaucoup de formules comme ça. C'est ce qu'on appelle communément en France le séjour linguistique classique. Oui. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle summer camp. Et là, il n'y a pas de cours en général. Et donc, on va plutôt être dans une immersion 100% avec un séjour à vocation purement ludique d'amusement. Et puis, pour des plus grands, souvent à partir de la classe de la troisième ou de la seconde et le lycée, on a tout ce qu'on met sous le vocable Enrichment Camp, qui est initialement une notion américaine et qui va être un séjour à vocation, comme son nom l'indique, de s'enrichir, c'est-à-dire de travailler sur une thématique qui peut être très variée, comme le business, comme les sciences, comme le théâtre. Et donc, on va généralement être hébergé sur un campus universitaire, par exemple, dans une belle université américaine et on va se retrouver à étudier une matière avec l'anglais, mais ne pas travailler l'anglais en tant que langue. Autre type de séjour très classique, dont nous sommes vraiment pour le coup les spécialistes en France, c'est tout ce qu'on va appeler scolarité à l'étranger, en particulier en internat, par exemple en Angleterre. Là, on quitte son école française pendant un certain temps et on rejoint un établissement scolaire avec les élèves locaux. Et puis, dernière famille de séjours linguistiques, c'est des séjours à vocation plus humanitaire, qui peut être dédiés vers l'aide aux autres, vers l'environnement, etc., avec l'utilisation de la langue anglaise ou une autre langue. Ça, c'est vraiment les grands types de familles, de Et tu vois, séjours. moi, je ne connaissais pas les enrichment camps. Enfin, je savais qu'ils existaient aux États-Unis, mais je ne savais pas qu'on pouvait y aller enfin, en tant que Français. Et je trouve que ça peut être une bonne idée quand, justement, dans son orientation, on se dit, oh là là, est-ce que j'aimerais faire des sciences ou est-ce que j'aimerais faire du business, de le tester un peu lors d'un séjour et d'en profiter pour apprendre une autre langue. Ça peut être aussi un bon moyen, ben voilà, de voir en vrai ce que ça donne, quoi. Donc, bonne idée, je garde ça. Absolument.
Et en fait, une fois qu'on a un petit peu décidé ce qu'on voulait faire comme type de séjour, c'est très important de se poser la question de l'objectif du séjour. Ouais, bonne idée. Ouais. Et en Mhm. fait, l'idée, c'est qu'il y a plein d'objectifs possibles. Alors évidemment, l'objectif classique qui nous vient en tête, c'est apprendre l'anglais ou apprendre l'espagnol ou l'allemand, donc progresser, maîtriser la langue. Et on peut passer par un séjour qui passe vraiment par l'écrit, mais il y a aussi des séjours où on travaille beaucoup plus l'oral. Il y a des séjours où on va travailler sur le débat, sur la prise de parole en public, etc. D'autres séjours vont juste avoir pour objectif de changer d'air, de sortir de chez soi, de s'ouvrir au monde, parfois de prendre de la responsabilité, de s'épanouir. Euh, euh, Très souvent, on a aussi des parents qui vont nous dire, bah, moi, en fait, mon enfant, il n'a pas tellement envie de partir. En revanche, il est passionné d'équitation et du coup, l'objectif, c'est qu'il fasse de l'équitation. Et puis, s'il peut le faire en anglais, c'est encore mieux, comme ça, il Mm. progresse en équitation. Donc, c'est vraiment le filtre loisir-passion. Tu parlais justement d'aider à l'orientation. Eh bien, oui, ce type de séjour, notamment les enrichment camps, peuvent parfaitement aider à discerner sur ce qu'on a vraiment envie de faire, son choix de spécialité en classe après la seconde, en classe de première. Et donc, c'est pour ça que ce type de séjour est très intéressant pour aller vraiment faire un peu de la médecine dans un campus Ouais. anglais ou travailler le codage de façon à voir si effectivement on a envie de partir sur des études de médecine ou d'ingénieur. Et puis, dernier point, quand même, c'est intéressant aussi de savoir que beaucoup d'élèves qui partent, et notamment en scolarité pour des périodes plus ou moins longues, ont une motivation scolaire, mais je dirais un petit peu négative, si je puis dire, c'est-à-dire des élèves qui sont pas vraiment bien dans leur système, dans le système français, et qui ont besoin de voir autre chose, et pour lesquels un système différent, notamment anglo-saxon, va être très adapté. Je pense aux élèves qui ont une précocité ou qui ont une difficulté scolaire, qui ont des formes de 10 ou de troubles de l'attention. Ça peut être tout à fait un moyen pour prendre son envol et changer, voilà, changer de contexte. Et tu vois, et je vois que tu notes aussi, enfin, ça me fait penser à deux choses. D'abord, les élèves qui parlent pour changer de contexte et certains qui reviennent jamais. Moi, c'est arrivé au fils d'une de mes amies qui est partie en première pour une année de césure et puis voilà, finalement, il est resté à l'étranger et puis il a fait ses études à l'étranger. Et la notion d'amitié aussi, moi, une de mes plus vieilles amies, c'est une personne que j'ai rencontrée en séjour linguistique en cinquième et on se voit toujours. Donc oui, ça donne des Et belles rencontres. absolument. Et nous, on a régulièrement des parents qui nous disent, ben, en fait, ma fille veut revenir dans le même séjour que l'an dernier parce qu'elle a rencontré une petite jeune fille de Chili ou Voilà, du Maroc et elle a envie de la retrouver. exactement. Non, non, C'est tout à très chouette. fait, tout à Et fait. puis un petit focus sur l'atout pour l'avenir, puisqu'on parle d'orientation aussi. Il y a un certain nombre de séjours qui permettent de préparer un examen de langue sur place. Ouais. Donc pendant tout le temps du séjour, de le passer sur place, donc par exemple un examen de Cambridge ou ce qu'on appelle l'IELTS, l'IELTS, et qui vont pouvoir du coup avoir passé l'examen et rentrer avec un diplôme en poche chez eux. Et donc Oui. c'est un diplôme qu'on va pouvoir mettre dans Parcoursup. Et pas seulement dans Parcoursup, hein, Colombe, je pense à certaines études à l'étranger où c'est demandé, c'est obligatoire, ou certaines écoles de commerce où là aussi on peut pas postuler si on ne l'a pas. Donc c'est vrai que ça peut être un vrai atout de le préparer peut-être l'année avant la terminale pour pouvoir l'avoir et puis à plus avoir à se soucier de ces diplômes-là en plus du bac, quoi. Absolument. Ouais. Ok. Alors d'autres conseils que tu donnerais pour bien choisir son séjour? Alors, il faudrait se poser aussi les bonnes questions en termes de destination, d'âge Ouais. pour partir. Une maman, peut-être tout à l'heure, parlait de savoir si c'était un bon âge de partir en seconde. Alors, en termes de destination, bien entendu, bah, une fois qu'on a choisi sa langue, voir quel est le pays qui est pertinent. Partir dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais, ça paraît logique. Il y a des pays peut-être qui sont moins logiques pour des questions d'accent, tout simplement, ou bien la langue n'est pas vraiment la vraie langue du pays. Donc vraiment bien choisir son pays, ses capitales, se poser la question de savoir si on veut partir dans une ville, une grande ville à Londres ou à New York, ou bien au contraire dans un collège comme Harry Potter dans la campagne. Donc c'est pas tout à fait la même chose. En termes d'âge et d'effectifs, c'est très important de savoir qu'on peut partir très jeune. Il y a des enfants qui partent en séjour court ou long à 8, 9 ans. Ouais. Ça fonctionne très très bien. Ces enfants vont être dans des séjours bien choisis pour les juniors où l'encadrement est adapté et où ils vont apprendre la langue de façon très rapide. En fait, ils n'apprennent pas la langue, ils la vivent et donc ben, ils prennent le bon accent en un claquement de doigts. Il faut bien être très aussi avoir beaucoup d'attention sur les tranches d'âge. Parfois, on a des séjours qui vont proposer une tranche assez large, je ne sais pas, un séjour qui est ouvert aux 10, 17 ans. Et en fait, envoyer un petit enfant de 10, 11 ans dans un séjour avec Hmm.
et des grands de 17 ans, c'est pas forcément adapté. Non. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. De même que faire attention à la capacité totale du séjour et à la réalité du nombre d'inscriptions. Une chose est de dire, il y a 70 lits disponibles dans ce séjour. Et si on creuse un petit peu, on se rend compte que pour la quinzaine que vous souhaitez retenir, eh bien, en fait, il n'y a quasiment pas d'inscrits. Donc, c'est une mauvaise expérience pour vos enfants. Donc, c'est vraiment très, très important de faire attention à tout ça. Et puis, en termes de durée, se poser les bonnes questions. On a quelques familles, par exemple, qui vont dire, ben, en fait, c'est un premier séjour, donc partons sur une semaine de séjour. Une semaine de séjour, c'est court. Pourquoi? Parce qu'en vrai, c'est 5 jours sur place, 2 jours de transport. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir une seule semaine? Ça peut être une idée, mais très honnêtement, en dessous de 2, 3 semaines, voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis, à l'inverse, on a des jeunes qui partent un trimestre en scolarité à l'étranger, ou même, comme tu disais, Corinne, qui étaient partis officiellement pour un trimestre, et puis en fait, ils y sont tellement bien qu'ils y restent pour toute leur scolarité. Mais quand j'entends des enfants très jeunes, là, quand même, il faut quand même qu'il y ait une vraie volonté, hein, non, de l'enfant pour pouvoir partir, parce que quand on est petit, ça peut faire peur quand même d'être loin de ses parents à 9, 10 ans. Oui, oui. Alors, tu as tout à fait raison. Ça vient du coup sur un point qui est important aussi de savoir avec qui votre enfant part. Est-ce qu'il part seul ou est-ce qu'il part à plusieurs? Il est très fréquent que des jeunes, notamment des très juniors, partent avec le grand frère, la cousine, le meilleur ami de la classe, etc. Et ça, ça peut être tout à fait pertinent parce que finalement, avec le jeu de séparer les enfants dans les classes ou dans les chambres ou dans les activités, ça permet de pouvoir partir en séjour sans avoir ce petit stress, soit du côté de l'enfant, soit du côté des parents, et c'est souvent plus du côté des parents que des enfants d'ailleurs, de se dire, bah, oh là là, est-ce que j'envoie mon enfant à 9 ans dans un séjour loin de moi? Donc, il y a des enfants pour qui c'est adapté, il y a des parents pour qui c'est adapté, et d'autres pas du tout. Moi, je suis pas du tout sûre que j'aurais envoyé ma fille un trimestre. Elle est partie, elle avait 13 ans. À 8 ans, peut-être j'aurais trouvé ça trop jeune. Je suis une maman poule, donc ça dépend un peu des parents, évidemment. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à partir avec ses amis ou par ses amis, puisque c'est quand même souvent une question qu'on se pose. Et moi, je l'ai vécu dans mon côté prof de BTS, là où au début, j'étais contre les jeunes qui partaient au même endroit, enfin à plusieurs au même endroit, en me disant, mais non, il faut apprendre à la dure, vous allez parler français sans arrêt. Et en fait, je suis revenue sur cette décision. Maintenant, j'accepte ce qui partent, les élèves qui sont jamais partis. En fait, pour eux, c'est très rassurant de partir à plusieurs. Et comme tu dis, en stage, par exemple, ils sont pas sur les mêmes shifts s'ils sont dans un hôtel. Ils sont pas au même endroit forcément et ils progressent. Et donc voilà, je suis revenue sur le fait que partir avec une copine, c'est une mauvaise idée. Non, si c'est vraiment, si on n'est pas prêt, ça peut être un premier pas et ça peut être une très très bonne idée. Donc ouais, je te rejoins là-dessus. Je rejoins exactement. Et moi-même, il y a 10 ans, j'étais à dire ma fille partira seule et elle n'ira aucun français. Et aujourd'hui, je suis convaincue que ça permet de faire des séjours là où on ne les aurait peut-être pas fait. Et en Oui, fait, ça n'altère pas vraiment l'expérience et ça, voilà, c'est rassurant pour tout le monde. exactement. Ok, quoi d'autre? Alors, peut-être un point important aussi, c'est l'infrastructure. Alors, où est-ce que Ouais. mon enfant va dormir? Où est-ce qu'il va passer son temps? Tout est possible. Pour faire simple, tout ce qui va être structure de type collectif et puis les structures de type plus individuel. Alors, je mets dans collectif les séjours en collège. Ce qu'on appelle collège, c'est comme Harry Potter à nouveau, donc un Ouais. établissement dans la campagne avec tout ce qui se passe, tout ce dont on a besoin. Ça peut être aussi sur un campus universitaire, par exemple, puis dans un camp très rustique à l'américaine. Ça, c'est tout ce que j'appelle collectif. Le grand intérêt des hébergements collectifs, c'est évidemment que les jeunes se retrouvent avec plein d'autres jeunes du même âge, des plus jeunes, des plus âgés. Alors, soit des locaux, donc quand on va en summer camp aux États-Unis, on a beaucoup d'Américains, Mhm. soit avec des jeunes internationaux de tous les pays. Du coup, ça, c'est très stimulant sur le plan linguistique et ça permet d'avoir une expérience forte sur le plan aussi amical et puis même des activités et autres. En famille d'accueil, on va pouvoir effectivement dire, bah oui, l'avantage, c'est qu'on est immergé dans une vraie famille locale. Sauf que, qu'est-ce qui se passe en général? C'est que la famille, d'abord, peut très bien héberger d'autres enfants, peut-être même d'autres Français. Et puis surtout, la famille n'a pas forcément d'enfants de l'âge de votre enfant. Ouais. Concrètement, on peut très bien avoir une famille avec un bébé, ou bien avec un enfant ou des enfants qui ont quitté le foyer, qui sont étudiants ou qui ils sont partis, ou bien une famille qui est peut-être monoparentale avec l'enfant qui n'est pas vraiment là, ou un enfant qui a le même âge mais qui n'a aucune affinité avec le vôtre. Donc, voilà, je suis très partagée et je trouve qu'un hébergement de type collectif, en faisant bien attention, et on pourra en reparler, qui n'y ait pas plein de Français dans le séjour, Oui. eh bien, ça peut être, pour moi, c'est vraiment l'optimum.
En termes d'infrastructure, c'est important aussi de s'assurer que, eh bien, sur place, votre enfant va pouvoir trouver ce qu'il faut pour avoir des activités sympas, intéressantes, ludiques, qui rendent le séjour attrayant. Sur le plan évidemment sportif, artistique et musical, mais aussi la qualité tout simplement des salles de classe, et puis le lieu où votre enfant va évoluer. On a parfois des retours de parents qui nous racontent des séjours qu'ils, leur enfant a fréquentés dans des hébergements qui sont vraiment voilà, de piètre qualité, et en fait, ça altère quand même un peu l'expérience. Sauf Mm. si on décide d'avoir un truc rustique, mais on le sait dès le départ. Oui, oui, mais bon, là, c'est rustique, ça ne veut pas forcément dire de mauvaise qualité, hein. Ça veut juste Non, dire que, voilà, c'est un camp. exactement. D'accord, ok. Donc ça, c'est des bonnes questions à se poser de ce qu'on veut exactement, notamment la famille d'accueil, c'est un point crucial. Mm. Et voilà, on part pas sur des mêmes projets si on est en collectif ou en famille d'accueil. Ouais, je crois qu'on a tous des souvenirs de familles d'accueil en Angleterre avec des petits pois verts fluo et Voilà, des familles qui ne nous parlaient exactement. pas et qui ont mangé tout seuls. Bon, mais ça a changé. Enfin, il y a tout hein, en famille d'accueil. Donc, c'est Il vrai y que a ça deux vaut la peine de poser la question à l'organisme avec lequel on va travailler en tant que parent. Ouais, tout à fait. OK. Alors, sinon, ce qui est important aussi, et si on parle un tout petit peu de l'aspect académique de l'histoire, puisqu'il y a des séjours sans cours, mais la plupart des séjours, et c'est souvent la motivation des parents, c'est des séjours où il y a des cours en réalité pendant le temps, en général pendant 4 ou 5 jours dans la semaine, donc du lundi au vendredi, parfois le mercredi, c'est une excursion. Et donc, ces cours, ça va regrouper de l'ordre de 10 à 15 heures par semaine de cours, parfois en option intensive, plutôt 20 à 25 heures. Donc, dans ces cas-là, on a à nouveau 1 heure ou 2 de cours l'après-midi. Et ces cours peuvent avoir plusieurs vocations. Il y a ce qu'on appelle la langue générale, donc par exemple cours d'anglais général. Et ça, ben, tout simplement, on va travailler l'oral, c'est-à-dire l'écoute, l'expression orale, et puis l'écrit, c'est-à-dire la lecture et l'écriture. Et puis, on va avoir aussi des objectifs qui vont être plutôt de préparer un examen, on en parlait. Donc, en termes de contenu, il y a différentes options. On peut aussi travailler la langue, comme on le disait, mais on peut aussi utiliser la langue anglaise, par exemple, pour travailler une matière, comme on disait, dans les enrichment camps. Et ça, c'est une autre façon. C'est souvent pour des jeunes qui vont déjà avoir un niveau de type B1 ou B2, qui vont avoir une maîtrise suffisante pour travailler une matière avec la langue étrangère. Autre point important à avoir à l'esprit quand on choisit un séjour, c'est est-ce qu'on part sur des cours en groupe ou est-ce qu'on part sur des groupes sur des cours en one-to-one? Alors, la plupart des séjours collectifs, c'est des cours en groupe, mais souvent on peut ajouter, si on le souhaite, 1 heure peut-être par jour de conversation, par exemple, en one-to-one. Et puis les groupes, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des groupes par type de niveau? Est-ce qu'ils ont bien été évalués en début de séjour pour être sûr qu'ils soient bien tous dans le même niveau linguistique, groupe par groupe? Et puis, est-ce que c'est des groupes de 25 enfants, de 10, de 15? Donc, il faut faire bien attention à la constitution des groupes. Euh, Dernier point, il faut évidemment se vérifier que les personnes qui vont enseigner la langue à votre enfant, Mm. des vrais enseignants, Oui. c'est pas un étudiant qui a 1 an, 2 ans peut-être de bachelor, mais qui n'a pas de compétences particulières, qui n'a pas été formé pour ça et qui donc n'est pas spécialisé pour enseigner la langue pour les étrangers. Mais toi, ton point de vue justement sur les cours, parce que moi je me posais cette question pour mes enfants, sur l'allemand, pas par rapport à l'anglais. Je me demandais, est-ce que vraiment ils font des cours toute l'année? Est-ce que c'est pas plus sympa d'aller faire un camp avec, comme tu dis, d'autres Américains, d'autres Allemands, de jouer, de parler, de se dire que la langue c'est fun, plutôt que de retourner encore derrière un bureau pour faire des cours? Alors j'entends bien si tu veux préparer un IELTS ou si tu as un objectif de rentrer en prépa, bon bah là t'as pas le choix, hein. Faut y aller, faut y aller. Mais sinon, je sais pas, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, j'ai tendance à dire que les cours, alors ne pas prendre de cours, ça peut être intéressant dans deux types de cas. Premier type de cas, un enfant qui est encore assez junior et finalement on lui dit, bah, on te met dans le bain et puis ben, tu vas progresser comme ça, voilà, en summer camp, disons, par le fait de jouer au tennis, faire du kayak, et ben finalement tu vas progresser au moins en compréhension. Alors ça, c'est intéressant pour la compréhension, mais on reste sur un niveau de débat, si je puis dire, assez faible. C'est-à-dire que Hmm. les conversations sont simples, avec du vocabulaire simple de la vie de tous les jours. Donc, pour un junior, pourquoi pas? Après, ça peut être vraiment intéressant de passer à des cours pour un plus grand, parce qu'encore une fois, pour structurer, pour commencer à faire Oui. quelque chose de plus sérieux sur le plan du contenu, de la syntaxe, de la grammaire, du vocabulaire. La deuxième situation où on n'a pas forcément besoin de cours, ça va être un jeune qui va être archi-bilingue et qui veut avoir plutôt une expérience, je ne sais pas, faire du théâtre ou des arts ou Oui. créer un portfolio ou ce genre de choses. Oui. Et puis, dernier point à avoir à l'esprit, c'est que les cours, c'est pas les cours qu'on a en France où on va Oui. être
ou 35 dans une classe, avec en général les quelques élèves qui parlent très bien, qui vont accaparer la parole de façon tout à fait naturelle parce qu'ils ont une bonne maîtrise, les autres qui sont un peu en retrait et où en réalité c'est un peu compliqué de progresser, notamment à l'oral. Dans les cours en Angleterre ou dans d'autres pays, eh bien, quand c'est bien fait, on est peu dans la classe, il y a une vraie interaction et donc il y a des travaux de groupe, des travaux d'équipe, etc., qui font que tout le monde progresse. Donc, vu comme ça, avec des cours de qualité en petits C'est vrai. effectifs, eh bien, ça permet quand même de faire quelque chose d'intéressant. Et puis c'est jamais toute une journée, forcément. Dans certains, tu peux en faire que le matin et puis faire autre Ouais. chose aussi, hein. En Ok. général, c'est que le matin. En général, Oui, c'est très rare que parfois on rajoute, je te dis, une session l'après-midi pour un objectif précis, mais c'est rare. d'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres points à regarder? Ah Alors, oui, on a évoqué hein, le fait de ouais, ça on partir l'a déjà quelque parti. Voilà. part, La voilà, ça peut part. être une batterie. J'insiste un tout petit point sur les francophones. Ouais. Très important de s'interroger sur savoir est-ce qu'il y a des francophones dans le séjour, Mm. est-ce qu'il y a des quotas, par exemple, par nationalité. C'est très intéressant, des séjours qui vont dire, bah, nous, chez nous, c'est 10 à 20% maximum, par exemple, de francophones, pas plus. Au-delà, il faut bien évidemment se rendre à l'évidence qu'en réalité, ça revient à faire partir un groupe de Français ensemble. Mm. Donc, moins intéressant. Ça, c'est très important. Et d'une semaine à l'autre, ça peut varier. D'un séjour à l'autre, ça peut varier. On sait que les francophones aiment bien partir en début d'été, début juillet. Donc voilà, c'est vraiment un point capital parce qu'on peut très bien faire du même séjour quelque chose, entre guillemets, de raté sur le plan linguistique ou réussi si on choisit les bonnes dates, la bonne option, le bon programme. Voilà. Ouais. Ouais, donc ça, c'est un point à regarder. Un point à garder. Évidemment, le budget, en Ah quelques oui. mots, être très attentif à ce qu'il y a dans le prix. Est-ce que ça comporte le transport ou pas? Est-ce qu'il y a bien dedans les cours, les hébergements, les transferts? Est-ce qu'il y a des extras qui sont payants? Est-ce que le prix qu'on vous affiche, c'est tout compris ou pas? Et puis la notion de cher ou pas cher. Alors, c'est vrai qu'un séjour linguistique de qualité, ça coûte plutôt assez cher. Il y a des raisons pour ça, à cause du taux d'encadrement, à cause de la qualité des professeurs qu'il y a, des infrastructures. Il faut voilà, trouver le bon curseur. Si vous avez un séjour qui est pas cher, il y a toujours des bonnes raisons en termes d'encadrement, de groupe, de plein de choses. Donc vraiment, vraiment, parfois, il faut peut-être plutôt pas faire de séjour que de faire un séjour un petit peu au rabais où on va pas s'y retrouver finalement, ni votre enfant, ni vous en tant que parent. Oui, et puis c'est vrai que ce que tu dis sur les transports, ça paraît un peu. Alors, toi, tu es à Paris, donc tous les séjours partent de Paris, mais quand tu es en province, parfois, ton enfant, il doit partir de province pour aller jusqu'à Paris. Et c'est un petit détail, hein, mais quand tu n'as jamais pris l'avion et que tu dois faire ton transfert et que bah, c'est aussi des choses où tu veux t'assurer en tant que parent qu'il y a bien quelqu'un à l'arrivée qui va t'assurer le transport, qui va t'accueillir. Enfin, toutes ces petites choses-là, il faut quand même voilà, regarder vraiment précisément et prendre le temps, comme tu dis, c'est quand même un sacré budget, un gros investissement de bien décortiquer et de prendre le temps avec l'organisme avec lequel tu vas partir, de savoir, bah, voilà, point par point, tout ce que ça comprend et comment ton enfant il va être accompagné, et surtout s'ils sont petits. Plus grands, c'est moins gênant, mais petits, c'est quand même important, je te rejoins. Absolument. Et du coup, d'où l'intérêt aussi de faire appel à un organisme qui va vraiment très individualiser le conseil et qui va pouvoir vous dire, bah, OK, vous êtes basé à Lyon. En fait, vous avez des avions directs qui vont faire Lyon-Manchester. Votre enfant sera accueilli sur place. Il va voyager en UM. Donc, il y a des solutions. Mais ça, c'est important que vous ayez un vrai Mm. conseil parfaitement adapté à Ouais, votre. tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà, après les activités, les excursions, évidemment, savoir un petit peu quel genre d'activité votre enfant va faire. Est-ce que c'est un système de multi-activités, ce qui est très fréquent l'après-midi? Du coup, on va avoir deux, trois sessions de propositions variées, sportives ou non sportives, et les enfants s'inscrivent en fonction de ce qu'ils aiment faire. Et puis, il y a des séjours qui sont spécialisés où on va faire peut-être du tennis, du théâtre, du football, en général 2 ou 3 heures l'après-midi. Donc ça, il y a ce genre de choix. Les excursions, souvent vous allez avoir 2 excursions par semaine, soit les 2 jours de week-end, soit le mercredi et puis un jour du week-end. Une des excursions va être à vocation vraiment ludique. Ça peut être un parc d'attractions, ça peut être les studios Harry Potter, ça peut être ce genre de choses. Et puis une excursion le deuxième jour de la semaine qui va plutôt être avec une partie un peu plus culturelle, une visite par exemple de Westminster, et puis un peu de shopping. Ouais. Parce Ah, que- du shopping. ouais, Oui, il faut voilà. du shopping. C'est important. Il y a le shopping, c'est très important dans les séjours linguistiques. Et C'est puis, vrai. du coup, ben voilà, s'assurer que ces excursions sont incluses. Parfois, vous allez avoir un prix parfois facial qui a l'air très attirant, puis vous cherchez un peu, vous vous rendez compte que pour aller à Londres, il faut payer en plus. Ouais. Donc ça, c'est important. Et puis voir comment sont encadrées vraiment les activités. On a eu parfois des parents qui nous disaient, ben, en fait, on avait pris option football, sauf que le coach était nul. Ils étaient 30 sur le cours de football, et puis mon Mm. fils était en permanence sur le bord de touche et il faisait pas de football. Donc Oui. ça, vraiment faire attention à comment c'est géré aussi. Ouais. Non, il y a plein de questions à poser, hein.
Voilà, plein de questions. Si on reste sur l'encadrement, bah, le taux d'encadrement, on en a parlé. Comment le médical est assuré? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une infirmerie qui est ouverte 24 heures sur 24 ou en tout cas à disposition sur le lieu? Est-ce qu'il y a un relais médical qui est proposé? Les enseignements, encore une fois, est-ce que ce sont des vrais enseignants avec une vraie pédagogie? Est-ce que vous avez un moyen de vous informer sur comment va votre enfant sur place via l'organisme auquel vous faites appel, avec voilà, un numéro, je dirais 24-24 pour avoir de l'information? Et puis un numéro d'urgence, comment vous faites quand vous avez besoin de prévenir votre enfant sur place ou à l'inverse, est-ce que vous êtes prévenu si tout simplement il tombe et il se blesse? Ouais. Ça, c'est vraiment des points importants. Et j'en ai presque fini. C'est là que du coup intervient le fait de se faire vraiment bien conseiller par des organismes qui sont spécialisés, qui connaissent bien leur séjour, qui ont une sélection de qualité en termes de programme, un organisme qui est à même de vous proposer quelque chose qui va être personnalisé pour votre enfant. Bien souvent, on va avoir des situations où on vous donne un catalogue de 200 pages. Vous avez plein de séjours et vous vous dites maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce Hmm. que je vais choisir? Et donc, voilà, l'idée de, par exemple, de faire une shortlist et vous dire, ben voilà, pour vous, pour ce que vous nous avez dit de votre enfant, de votre projet, on vous propose ces 3 séjours-là qui sont exactement ce qui nous paraissent bien pour vous. Donc, cette sélection qui va exactement vous convenir. Voir si vous êtes bien accompagné de bout en bout. C'est-à-dire pas uniquement, OK, vous avez payé la compte et puis après, débrouille-toi. C'est vraiment un accompagnement depuis le premier jour jusqu'à ce que, voilà, pour l'inscription, les questions pratiques et puis jusqu'au moment où votre enfant revient. Donc, ce suivi sur place, ça, on en a parlé. Les accréditations, c'est très important que les séjours, en tout cas les séjours linguistiques de type summer school, donc où il y a des cours, soient accrédités soit par le British Council pour les séjours pour l'anglais, soit par l'Institut Cervantes pour l'espagnol, soit Goethe pour l'allemand. C'est vraiment un gage de qualité sur la partie linguistique, mais également sur la globalité du séjour. Et puis, dernier point, que l'organisme que vous sollicitez soit à même de vous donner une information transparente, claire. Quand vous posez une question, voilà, vous avez une réponse qui est la réalité et que vous puissiez avoir cette information en continu en fonction de vos souhaits de questions. Ok. Eh ben dis donc on fait notre petite checklist avec tout ce que tu as donné. Et ensuite, on va faire notre petit interrogatoire à l'organisme qui va être très content de nous rencontrer ce jour-là. Super, Colombe. Exactement. Ben, écoute, merci beaucoup. Au niveau du timing, toi, tu dirais, on part plutôt en seconde, on part en première. Alors, j'imagine que ça dépend. Ça, c'est la première question. Et au niveau du timing aussi, on réserve, c'est quand l'idéal pour, voilà, on s'y prend quand dans l'année scolaire, quoi. Alors, en termes d'âge, donc on disait, hein, on a beaucoup par exemple, de jeunes qui partent en primaire. On a le gros de la troupe part au collège, énormément de séjours. Et puis en seconde, on a beaucoup de jeunes en seconde qui partent en fin d'année, notamment dans ces immersions scolaires qu'on évoquait au mois de juin, ou comme tu disais, Oui, il n'y a Corinne, pas grand-chose. Ouais. il n'y a pas grand-chose. Le conseil de classe intervient peut-être le 7 juin, et puis finalement, on leur demande de partir parce qu'il faut libérer. Donc, ça peut être une solution, voire éventuellement tout le trimestre qui commence là le 22 avril cette année, au moment où les spé sont choisis. Et puis donc voilà, on peut partir aussi plus jeune qu'à cet âge-là. En termes de timing, alors quand est-ce qu'il faut s'y prendre? Ma foi, j'aurais tendance à dire qu'on est le 15 avril. S'il y a des séjours qui doivent être faits, organisés, c'est maintenant. On a souvent les demandes commencent de façon assez forte au mois de janvier. Tout dépend finalement de la date que vous souhaitez et du type d'option. Si vous souhaitez un séjour très classique, disons anglais plus multi-activité ou anglais plus tennis, début juillet, c'est urgent parce que c'est ce qui est très demandé. Si vous souhaitez un séjour un peu plus tard pendant l'été, qui est un petit peu moins demandé, ou certaines options un peu moins retenues, vous avez un peu plus de temps. Mais là, on est vraiment, je dirais que la période janvier-mai, c'est le plein boom. Il faut tous les jours, toutes les semaines, nous, on a des informations de disponibilité qui nous disent, ben, là, désolé, il n'y a plus de place pour les garçons, il n'y a plus de place pour les Français, il n'y a plus de place pour le foot. Donc voilà, faut vraiment se méfier. D'accord, ok. Donc, on s'y prend plutôt janvier-février pour un séjour, pour avoir le plus de choix possible et le plus de temps possible. Mais en tous les cas, dans ton entreprise, oui. Même ailleurs, si on veut vraiment et qu'on est un peu plus souple, en mai-juin, on trouve encore, il y a Oui. toujours, on trouve quand même toujours des solutions, ça c'est certain. Et c'est vrai que je te rejoins, c'est vrai que la seconde, c'est un bon moment pour partir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu sur la fin de l'année.
Et que, bon, alors il y a les stages de seconde, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de stage ou ceux qui ont déjà fait des stages en troisième ou qui peuvent toujours, avec la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, on peut refaire des stages plus tard de toute façon. Donc peut-être qu'on peut partir un petit peu plus longtemps, en profiter et puis faire peut-être un stage aux vacances de la Toussaint avec soit une convention donnée par le lycée ou donnée par la Chambre de commerce et d'industrie qui en donne sans problème. Super. Exact. Alors, juste un tout petit mot sur le stage de seconde. Si je reviens un instant, il faut savoir que beaucoup d'écoles, donc c'est à voir avec son établissement scolaire, son lycée, autorisent à convertir, si je puis dire, le stage Oui, en séjour linguistique de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, donc tout le mois de juin, à la demande, si on le souhaite, mais c'est officiellement annoncé comme tel par un certain nombre de lycées. Et effectivement, comme tu disais, quitte à remplacer la date du stage à Pâques ou en juillet, mais c'est oui. tout à fait une faculté à la demande qui est possible. Ouais, non, c'est vrai, parce que là, pour le coup, on a du temps et c'est vrai que 3, 4 c'est vrai que une semaine, c'est bien, mais quand même un peu plus long, c'est pas mal aussi, quoi, si on peut. Très bien. Écoute, Colombe, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Je pense que voilà, je mettrai le nom de ton école, donc My English School, dans les notes de l'épisode. Et puis, on pourra toujours, on peut te contacter. Voilà, tu as tous les contacts. On te retrouve sur Instagram, on te retrouve sur Facebook. Mais tout ça, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et puis, pour une fois, je mettrai la vidéo. Ça n'arrive pas souvent sur ma chaîne YouTube. Donc, on pourra même nous voir c'est aujourd'hui. Super. Bah, écoute, je te remercie. Et puis, voilà, c'est des conseils très utiles. Et puis, j'espère qu'on y aura plein de belles, de beaux séjours linguistiques cet été. À bientôt. Merci Corinne, à bientôt, merci. Au revoir.